Bonsoir à tous, bienvenue dans le studio de la chaîne officielle du Festival de Cannes pour un nouveau numéro d'Opinion. Opinion, ce sont deux journalistes de la presse internationale qui nous rendent visite afin de commenter, de partager avec nous ce qu'ils ont pensé des films de la compétition ou en tout cas de la sélection officielle. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Guillemette Odossino, journaliste française à Télérama. Bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Et Marc Cassivi de la presse, journaliste canadien. Bienvenue aussi. Merci, bonjour. Tous les deux. Avant de parler des deux films qui nous intéressent aujourd'hui, Sicario de Denis Villeneuve et Marguerite et Julien de Valérie Donzelli, j'aimerais savoir un petit peu où vous en êtes de votre festival. Comment ça va? Est-ce que vous en avez pris plein les mirettes? Et quels sont les films qui vous restent en mémoire? Moi, j'ai l'impression que la compétition est quand même de bonne tenue jusqu'à présent. Comme chaque année, quand même. Oui, c'est ça. Oui, il y a des années, moi, ça fait 15 ans que je viens au festival. Il y a des années quand même un peu plus faibles. Là. Il y a un bon niveau, mais au final, il y a toujours des coups de cœur. On a envie de la trouver plus faible parce qu'on est moins en forme. Oui, il y a toujours des coups de cœur. En tout cas, je sais que Thierry Frébault disait on n'a plus de films punition. On avait toujours un ou deux films très très longs, très très ennuyeux. Oui, il y a eu des films, moins forts. Il y en a un qui est moins bon, qui n'est pas trop long, mais non, je trouve que c'est une compétition de bonne tenue. Moi, je retiens Fils de Saul, le film de Laszlo Nemes, le film hongrois sur l'Holocauste. J'ai trouvé que le traitement était vraiment original. Cette histoire-là, on l'a vu sous toutes ses coutures. Puis là, il y a vraiment quelque chose. J'ai été happé par ça. Sa mise en scène est formidable. Oui, c'est un film qui reste dans les mémoires. Il sera au palmarès, je pense que oui. Oui, je suis d'accord. Il sera forcément au palmarès quelque part. Parce que c'est vraiment, à un moment, une proposition d'une noblesse. Enfin, c'est un film qui force le respect. Ouais. Un film sur la dignité. Voilà, aussi. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas un film qui est polémique. C'est un film qui nous force au silence. C'est même compliqué d'en parler, en fait. Voilà, ouais. Il faut le vivre. Voilà, respect, puis c'est vivre, tout. Ouais. Et après, oui, il y a aussi des coups de cœur, des emballements. Alors là, qui font un peu plus polémique, comme le Maïwen. Où il y a vraiment les ultra pour, les ultra contre. Hein, voilà. Oh oui, d'accord. Bon. Alors, en un mot, pour ou contre? Oui. Plutôt contre. Moi, plutôt pour. Voilà. Je crois qu'en fait, c'est un film qui plaît beaucoup aux femmes et un peu moins aux hommes, hein, sans vouloir faire dans la généralité. Oui, mais il y a quelques messieurs qui se mettent de notre côté, en fait. Ouais. Du côté Après, de il y a aussi Cassel. le schisme presse nord-américaine et française. Moi, étant de l'Amérique du Nord francophone, je vois toujours ça un peu. Là. Il y a la presse française qui s'entiche pour certains auteurs, certains films. Et dans les interprétations, vous voyez des acteurs qui vous ont bluffé. Il y a des Vincent. Hein. Ouais. Ouh là là, c'est l'année des Vincent. Ouais. Moi, Kate Blanchett dans Carol de Todd Haynes, je l'ai trouvée assez formidable. Elle doit être dans les candidates quand même pour le prix d'interprétation. Oui, ce serait merveilleux qu'elle l'ait. Ouais. Et en plus, le Todd Haynes, c'est aussi une mise en scène absolument remarquable. Et Rooney Mara, elle est élégant. très bien aussi. Hein. Oui, elle est très très bien. Et d'ailleurs, le seul fait qu'elle tienne le coup face à Kate Blanchett, voilà, donc... Mais ça, Kate Blanchett, quand même, c'est dans une catégorie à part. On n'a pas parlé de Vincent Lindon, mais c'est vrai que dans le film de Stéphane Brisé, cette espèce de présence de cinéma, c'est un corps de cinéma. Quoi. Ouais. Voilà, il est là et déjà, en soi, c'est une palme de l'interprétation. Ouais. Voilà. Le seul fait qu'il soit là, dans la pièce. D'un naturel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. On est loin presque plus dans le jeu. Alors on va en venir au premier film présenté en compétition aujourd'hui, c'est Sicario de Denis Villeneuve, qui sans conteste était l'un des films les plus attendus du festival. Il est souvent venu à Cannes, jamais en compétition. C'est une première. Voici tout de suite quelques images. Nothing will make sense to your American ears. And you will doubt everything that we do. But in the end, you will understand. Yep. You gotta try this on, see if it fits. Is he CIA? Or you? He's a DoD advisor, just like me. No, he's not. Kate, you volunteered to get on this train because you know you're doing nothing in Phoenix. Okay, you're just sweeping up a mess. In 6 months, every single house you raid will be rigged with explosives. Do you want to find the guys responsible, yes or no? Yes. Yes? Yes. This is where we start. Sicario de Denis Villeneuve avec Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin à la frontière mexicaine, histoire de cartel et de lutte contre le trafic de drogue. Donc ça, c'est une trame qui a été relativement souvent exploitée au cinéma. On va peut-être commencer avec vous, Marc, puisque vous partagez la même nationalité que Denis Villeneuve. Un thriller à Cannes. Denis Villeneuve a-t-il réussi son pari ?
Ben, je crois qu'avec ce thriller, oui, il réussit son pari. C'est un film qui est quand même très efficace, très élégant, je trouve, dans sa mise en scène. Après, est-ce que c'est un film qui convient vraiment à la compétition cannoise? Ça, c'est autre chose. Mais dans le genre, je trouve que oui, effectivement, il a réussi. Puis, et c'est drôle de voir la réaction. Je parlais du schisme entre la presse européenne, la presse nord-américaine. En Amérique du Nord, on voit, bon, dans les magazines spécialisés qui pensent beaucoup au potentiel commercial des films. Il est très bien accueilli, par exemple, dans Variety, le Hollywood Reporter ou Screen. Mais dans la presse française, c'est moins bien, non? Non, mais nous, la presse française, on ne pense jamais au potentiel commercial. On pense au potentiel intellectuel en France. Non. Un petit peu moins. Mais il ne faut pas trop y penser. Moi, c'est drôle parce que j'ai l'avis strictement inverse. C'est-à-dire que, effectivement, pourquoi pas un thriller comme ça, presque un film popcorn à Cannes. Je trouve ça plutôt intéressant de mettre un il y avait eu Zodiac, des thrillers, on en a eu déjà. Mais à nouveau, qu'il y ait un vrai film de genre en compétition, ça vraiment, oui, c'est bien. En revanche, moi, je trouve qu'il ne réussit pas son pari. Parce que ce que j'aimais jusqu'alors chez Denis Villeneuve, et même, par exemple, dans The Prisoners, c'était que c'était un film de genre, c'était un film violent, c'était un film viril, mais qui interrogeait la morale, qui était vraiment complexe, c'est-à-dire au-delà du schéma du de truc thriller, efficace, ça parlait vraiment du bien et du mal, où est la frontière, c'est quoi la loi du talion, etc. Ouais. Mais il y a des questions d'éthique un peu qui sont peut-être plus... Elles sont noyées dans une espèce de masse armée, en fait. Donc voilà, dans une espèce d'efficacité à tout crin. Pour moi, c'est plutôt, cette fois-ci, bon, effectivement, c'est un très bon metteur en scène, ça, on ne peut pas le nier, mais c'est plutôt un film de chef opérateur. Hein. Oui, c'est sûr qu'on sent le Roger Deakins, les images. Une photo incroyable. Oui, qui est le chef-op notamment des frères Coen sur No Country for Old Men. Et qui avait fait Prisoners avec Denis Villeneuve également. Il y a certains plans sur lesquels on s'arrête en disant « Qu'est-ce que c'est beau ?» Et on oublie de se dire, mais ça raconte quoi en fait? Et en fait, on s'en fiche un peu de ce que ça raconte. C'est quand même pas passionnant. Oui, en fait, c'est plutôt le scénario qui est conventionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu des films de genre en compétition, mais celui-là, il est bien hollywoodien. Il est un peu plus conventionnel, mais bien fait dans le genre. Et donc, moi, je trouve quand même qu'il a réussi son pari. Moi, je trouve qu'effectivement, il raconte finalement pas grand-chose. Ouais. En plus, il y a vraiment... Enfin, je trouve qu'il trahit Emily Blunt. Alors, c'est-à-dire bizarrement, on creuse l'intérêt du film, mais il faudrait m'expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'au départ, le héros du film est une héroïne. C'est une policière du FBI. Encore un peu idéaliste, qui pense qu'elle peut changer le monde. On se dit, tiens, une héroïne à la Kathleen Bigelow, on va la suivre parce qu'elle est musclée, mais quand même, on sent qu'il y a de la faille et tout, très bien. Puis ça évolue, et puis elle devient une espèce de victime avec plein de mecs autour qui sont tous aussi salauds les uns que les autres, que ce soit la CIA... les trafiquants de drogue, enfin, il n'y a pas un mec correct dans ce film-là. Mais qu'il soit salaud, c'est intéressant. Oui, tous salauds, tous salauds. Et elle se retrouve au milieu, les yeux écarquillés, on se demande ce qu'elle fabrique là-dedans. Et effectivement, elle ne fabrique plus grand-chose, puisque c'est Benicio del Toro qui à la moitié du film, devient le héros. Et effectivement, là, le personnage peut être... plus intéressant, parce qu'il incarne cette loi du talion qui a l'air quand même d'obséder Denis Villeneuve, c'est-à-dire la notion de vengeance et tout. Voilà, mais du coup... Ça parle de quoi? Est-ce que ça parle d'une femme flic trop idéaliste? Est-ce que ça parle d'un vengeur qui est obligé d'être aussi salaud que les mecs qu'il poursuit? Ça parle de quoi? Je suis pas sûre d'avoir compris. Moi, j'ai l'impression que ça parle aussi de l'implication américaine dans toutes ces histoires de trafic de drogue et de cartel. Peut-être pas assez. Peut-être que le scénario est un peu mince, mais... je trouve, moi, qu'il y a des questions d'éthique qui sont posées, qui sont intéressantes. Justifie-t-elle les moyens? Voilà, mais moins fortement, moins intelligemment que dans ces films précédents. Oui, mais ça reste, c'est très efficace. Ça reste, il n'y a pas de moment où on se dit, bon, la tension... Non, on est sous tension, on est scotché à son siège. La musique aussi, la trame sonore est très efficace. Voilà, on est au cinéma. Alors peut-être un prix de la mise en scène, qui sait, on n'est pas encore à l'heure des pronostics. Il y a des concurrents quand même. Hein. Il y a des concurrents. Sacrés concurrents sur la mise en scène. S'il le donne à Denis Villeneuve, ça ce serait quand même... J'ai vu que dans la presse française, certains lui... De toute façon, on sait bien que les pronostics sont faits pour ne pas être respectés. On gagne jamais, de toute façon. Alors, deuxième film en compétition aujourd'hui, c'est un film français. C'est le troisième film français de la compétition, après celui de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon, dont on parlait il y a quelques instants. Et puis celui, et là, tout d'un coup, mon Dieu, j'ai de Maïwenn, mon roi, dont on parlait également tout à l'heure. Attendant Jacques Audiard. Marguerite et Julien, sur un scénario écrit par Jean Gruau, celui qui avait écrit Jules et Jim, au départ destiné à François Truffaut. Un conte de fées version Valérie Donzelli. Voici quelques images. Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer.
Marguerite, Julien, revenez! Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Juliette m'a dit que Joséphine les avait vus au marché. C'est pas vrai. Si, je te jure. Elle les a même vus s'embrasser. Marguerite. Julie. La meilleure façon d'éviter le péché, c'est d'en fuir les occasions. Où sont-ils? Ils sont perdus. À ta place, je serais plus méfiante. Vous perdez votre temps. Vous essayez de contrôler quelque chose qui vous dépasse. Qui nous dépasse tous. Ce serait une catastrophe si la chose est connue. Nous avons joué, c'est tout. Faut les séparer. Ils ont mis tout en œuvre pour nous séparer, mais rien n'y fera. On ne peut pas séparer le sang des veines, la sève de l'arbre, ni le sel de la mer. Première présence en compétition pour Valérie Donzelli, c'est son 4e film. On se souvient de La Reine des Pommes, on se souvient évidemment de La Guerre est déclarée, qui avait fait forte impression à la Semaine de la Critique. Guillemette, vous me racontiez qu'il y avait eu une ambiance du feu de Dieu. Moi, je l'ai découvert après, donc j'avais pas vécu cette projection-là. C'était incroyable. À la fin du film, il y a eu des hurlements de joie, standing ovation, mais qui a duré 18-20 minutes. Et soudainement, Valérie Donzelli et Jérémy El-Kaïm qui se sont mis à danser au milieu des fauteuils de cinéma de la semaine, au Miramar. Et ça, ils dansaient un rock, tout le monde tapait dans les mains. Enfin, soudainement, il y avait une espèce de moment magique. Voilà, de moments magiques. Alors, y a-t-il eu pour vous des moments magiques dans ce film Marguerite et Julien? Vous ne l'avez pas vu? Non, malheureusement. Mon cher Marc. J'avais beaucoup aimé La Guerre est déclarée. Donc, on va faire ça entre filles. Hein, oui, entre filles, c'est ça. Il y avait trop d'hommes à Sicario, là, de toute façon. C'est ça, compensons un peu. Oui, compensons. Il y a des morceaux de magie. Il y a des bouts de magie, parce que, de toute façon, forcément qu'il y a un peu de magie, parce que c'est vraiment un conte. C'est vraiment assumé comme tel, c'est un « Il était une fois ». Il y a même, en fait, un groupe de petites filles dans un dortoir qui sert de public, c'est-à-dire c'est le public avant nous. Voilà, il y a Esther Garel qui joue la conteuse. Qui joue la conteuse, qui dit « Alors, il s'est passé ça », et ça, à ce moment-là, ils ont fui, et voilà. Bon. Donc c'est un conte ouvertement en très belle référence à Jacques Demy. Il y a même un âne dans le film, il y a des châteaux qui ont l'air en carton-pâte alors qu'ils ne le sont pas. Et rappelons-le, c'est un amour interdit entre un frère et une sœur. Et c'est un inceste, ça aussi. C'est un fait réel qui aurait eu lieu au XVIe siècle. Absolument. Donc c'est un inceste et donc qui transforme un couple en fuyard. Voilà, qui traverse comme ça, et j'allais dire, qui traverse aussi le temps, parce qu'il y a de très très jolis anachronismes, mais à peine visibles. Alors bon, il y a un hélicoptère, parce qu'il y ait quand même un bout de peau d'âne dans un coin, mais des anachronismes beaucoup plus fins. Donc on est dans un temps un peu incertain, entre Moyen-Âge et 21e siècle, pourquoi pas. Tout ça est vraiment très charmant. Le problème... Donc tout ça, c'est les petits bouts de magie. En plus, Valérie Donzelli, elle assume ce côté pop, alors une musique, une bande-son incroyable et tout. Le problème, c'est que c'est une histoire follement romantique. C'est l'histoire de deux jeunes gens qui vont vers leur mort, qui vont vers la punition de l'amour interdit. Au-delà de romantique. C'est censé être... Vous être... vendre le punch, là. Oui, non, mais on le sait dès le début que ça va finir mal. Pas bien, ouais. C'est censé être échevelé, lyrique, romantique et tout. Et le problème, c'est qu'elle va pas au bout de ça. C'est-à-dire que ces petits détails pop, ces petits hommages à demi, cette manière d'alléger constamment, de mettre des petits morceaux de légèreté et de conte pour enfants et de folie, font qu'en fait, on n'est jamais bouleversé. C'est-à-dire qu'elle atténue. Elle atténue. Alors volontairement, c'est peut-être un joli principe de modestie, mais elle va à l'encontre de ce qu'on aimerait dans son film, c'est-à-dire plus de souffle, plus de romantisme, plus de jeunesse, et de drame plus de drame. Ouais. Vers la fin, le drame se noue de plus en plus, et là, soudainement, il y a quelque chose qui serre le cœur. Ouais. Voilà. Mais jusque là, c'était plutôt, on avait des petites paillettes dans les yeux, mais pas encore l'étau sur le cœur, quoi. Un mot sur la performance des comédiens. Jérémy El-Kaïm, qui est de tous les films de Valérie Donzelli, et Anaïs de Moustier, nouvelle venue dans son univers. On sait que c'est vraiment une des perles du jeune cinéma français. Anaïs de Moustier est une perle, un diamant, enfin tout ce qu'on peut parler de pierres précieuses, il n'y a aucun problème. Mais là, le casting pose problème. En fait, c'est ça aussi. C'est un film sur l'ultra jeunesse, sur la jeunesse qui dépasse toutes les conventions, y compris le pire des tabous, c'est-à-dire l'inceste. Ils sont trop âgés. En fait, la question ne se pose pas forcément de leur interprétation. Ils sont trop âgés.
Moi, je suis pas. Moi, ça m'a pas choqué. Moi, je trouve que. Moi, je trouve qu'il faudrait voilà, des amoureux fous de 17 ans, des Tristan et Iseult. Je les trouve déjà trop marqués, trop signifiés, trop connus. Pour que soudainement cette histoire n'arrive pas à dépasser ces visages. Oui, vous auriez aimé deux inconnus qu'elle nous révèle. Voilà, deux inconnus qu'elle nous révèle, comme Desplechin nous a révélé deux inconnus magnifiques dans son film qui est à la quinzaine. Voilà, là aussi, j'aurais aimé des têtes neuves, des têtes fraîches qui nous embarquent dans cette liberté. Là, Jérémy Elkaïm, quand même, bon, il est très beau, il est pas mal dans le film, mais on a quand même un peu du mal à croire à un James Dean du Moyen-Âge. C'est un peu problématique. Merci beaucoup pour cette analyse. Un petit mot des prochains films que vous ne louperez sous aucun prétexte. Il y en a que vous attendez particulièrement. Oui, moi, le Sorrentino qui sera présenté demain, j'ai très hâte de voir ça. Film en anglais. Oui, j'ai aimé tous ses films, même son film en anglais qui n'avait pas eu un très bel accueil à Cannes. Ouais, je l'avais aussi aimé. Et donc, Sorrentino demain. Avec Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda. C'est vrai que c'est là encore un casting qui fait rêver. Ah oui, je suis assez d'accord. Après, évidemment, il y a le Jacques Audiard. Il y a le Guillaume Niclou qui risque de surprendre par sa radicalité, et puis il y a quand même Gégé. Voilà, Gégé, Isa, oui. Il y a Gégé, Isa, donc ça plaisante pas quand même. D'autant que voilà, la rumeur dit que Gégé est absolument là aussi énorme dans ce film-là. Oui, puis je lisais une interview où il disait aimer beaucoup le film et donc être prêt à descendre à Cannes le défendre, alors qu'il avait plutôt exprimé l'envie de ne plus revenir ici. Ouais, il était venu pour le truc sur DSK aussi, qui était franchement pas très. Non, ça en valait pas la peine. Il y a de l'Asie triomphante aussi. Il y a le Jason Ke, il y a Oussa Oussienne. Enfin, il y a encore de très belles choses à se mettre sous la dent. Voilà, on risque encore d'avoir des gros coups de cœur ou des gros coups de déception. Merci beaucoup à tous les deux, c'était un plaisir de vous accueillir, vous revenez quand vous voulez. Merci. Et pour un nouveau numéro d'Opinion, celui-ci s'achève. N'oubliez pas qu'il vous reste plein de choses à vivre sur la chaîne officielle du Festival de Cannes, et notamment en fin de journée, dans pas très longtemps, la montée d'Imarche du film Sicario de Denis Villeneuve. Et puis moi, je vous retrouverai aux alentours de 22h pour la montée des marches de ce film français, troisième film français de la compétition, Marguerite et Julien. À tout de suite, à plus tard. Profitez bien du cinéma qui s'offre à vous sur la chaîne du festival.